Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Est-il possible de rattraper le temps perdu? Ce week-end, des centaines de centres de vaccination sont restés ouverts. Une accélération réelle, mais sera-t-elle durable? Nous ferons le point sur le rythme des futures livraisons. Week-end également de renforcement des contrôles. La police a évacué les quais de Seine à Paris. Même restriction sur les plages de Marseille, où les groupes ne devaient pas dépasser 6 personnes. Alors que les pêcheurs ne peuvent plus vendre aux restaurateurs, nous nous demandons pourquoi le poisson reste cher malgré une offre plus abondante que d'habitude. L'une de nos équipes s'est aussi penchée sur le prix astronomique de l'encre d'imprimante. Ramenée au millilitre, elle est 12 fois plus onéreuse que le meilleur des champagnes et ce n'est pas une question de matière première. Dans ce journal, nous irons aussi à Venise. Vous rêviez d'un plat de pâtes vu sur la lagune? Eh bien, sachez que ce sont les touristes français qui en profitent le plus en ce moment. Et puis, des historiens en sont convaincus. Napoléon a eu une fille, Charlotte Chappuis, fut même traquée par la police de l'époque. Ses descendants nous ont accueillis. Infirmières, pompiers, militaires, ils sont tous sur le pont ce week-end pour ce coup d'accélérateur de la vaccination. Le gouvernement a promis d'utiliser toutes les doses disponibles et ce sont plusieurs centaines de centres qui fonctionnent à plein régime. Certains ont même, vous allez le voir, été dépassés par l'enthousiasme des Français. 220 000 personnes ont reçu une injection rien qu'aujourd'hui. Noé Gandillot et Thomas Rolnik. Pour se faire vacciner à Annecy aujourd'hui, il fallait arriver très tôt. Je t'ai dit, oh, tout le monde ne va pas venir. Et en fin de compte, il y a du monde. Voilà. Ou avoir beaucoup de patience. J'ai calculé, quand on est arrivé, il y en avait 200 devant. Donc on devrait passer à peu près dans 3 heures. Des heures d'attente et la peur d'arriver trop tard. J'espère qu'on va aller jusqu'au bout, parce que si ça se trouve, quand on sera là-bas, il n'y aura plus de vaccin. Huguette, 90 ans, réussira finalement à se faire vacciner. Mais à partir de 13h30, la file d'attente est arrêtée pour pouvoir prendre tout le monde en charge avant 18h. Le couvre-feu. À Annecy aujourd'hui, pas de rendez-vous. Alors détendez bien le bras. C'était premier arrivé, premier servi. Tous les jours, je téléphone et tous les jours, j'ai pas de place. Alors là, j'en ai profité aujourd'hui. Ça faisait quand même des mois et des mois que je ne sortais plus. Je vais pouvoir revivre, revoir mes enfants, mes petits-enfants, parce que sans ça, c'est pas la peine de vivre. Une vaccination au pas de charge aujourd'hui, partout en France. Dans des tentes à Annecy, une salle de concert à Nice, un gymnase à Boulogne-sur-Mer ou une caserne de pompiers à Melun. Et ici, les rendez-vous sont pris à la minute près. Organisés et réactifs, les pompiers n'ont eu que 24 heures pour transformer leur caserne en centre de vaccination. Il a fallu tout monter. Alors cette construction, elle n'est pas faite par hasard, puisque les sapeurs-pompiers ont l'habitude de ce type de manipulation. Ce sont aussi des pompiers, médecins et infirmiers qui vaccinent. Les pompiers sont toujours à côté de nous. Voilà, ça c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, vraiment. Eux aussi sont mobilisés pour leur rigueur. À l'hôpital de Saint-Mandé, les militaires accueillent, guident et vaccinent les patients qui ont fait la démarche de réserver en ligne. C'est tout. Je vous mets un petit pansement et c'est terminé. Beaucoup ont été étonnés de pouvoir enfin trouver un créneau. J'ai été plusieurs fois sur Doctolib et je trouvais jamais aucune possibilité. Donc là, vraiment, j'étais surpris, j'ai sauté tout de suite sur l'occasion. Mais tout le monde n'avait pas réservé. Comme Christiane et ses amis. Vous avez rendez-vous? On va demander un rendez-vous. Sans trop d'espoir, mais quelques secondes plus tard, très bonne nouvelle. C'est parfait, vous emmenez tout ça demain et c'est bon pour nous. Une place pour demain. J'étais désespérée, maintenant je suis contente. Allez, bonsoir. Christiane a eu de la chance. Elle est l'une des rares à avoir obtenu un rendez-vous sans réservation. Comme la plupart des autres centres, l'hôpital de Bégin arrêtera sa campagne éclair demain soir. Mais les militaires se tiennent prêts pour participer à nouveau à l'effort de vaccination. Et justement, ce soulagement qu'on vient d'entendre, il suscite une question. Cette accélération des vaccinations va-t-elle durer? Est-ce un vrai mouvement de fond qui se met enfin en place? Eh bien, la réponse se trouve du côté du calendrier des livraisons. Jean-Marie Bagayoko et Ludovic Romanens. Plus de 3 millions de Français vaccinés à ce jour, mais d'ici la fin du mois, promesse du gouvernement, ils seront 9 millions. Alors comment tenir la cadence des vaccinations? D'abord, grâce aux livraisons de vaccins qui vont fortement augmenter.
En mars, la France va recevoir 4 millions de doses Pfizer, près d'1 million de doses Moderna et 4 800 000 doses AstraZeneca. Tout vaccin confondu, cela représente 9 700 000 doses rien que pour le mois de mars. C'est beaucoup plus que le nombre de doses reçues depuis le début de la campagne. Dans le plus grand centre de vaccination de Seine-Saint-Denis, ce n'est pas encore l'abondance. Alors, le trésor. Mais peut-être la fin de la pénurie. 1700 vaccinations, ça tient dans une boîte, comme ça. Ici, les nouvelles doses permettront de vacciner près de 500 personnes par jour au mois de mars. Nous, on nous annonçait l'arrivée massive des vaccins plutôt pour une première augmentation en mars et l'arrivée massive plutôt sur le mois d'avril. Combien de doses seront livrées dans les prochains mois? Voici le calendrier de livraison de vaccins du ministère de la Santé. S'il est respecté, près de 17 millions de doses seront livrées à la fin du premier trimestre. Et fin avril, ce chiffre va doubler avec au total 34,7 millions de doses. Pour l'instant, seuls 3 sérums sont utilisés en France. Alors à quand un 4e vaccin autorisé? Le produit développé par le laboratoire belge Janssen pourrait obtenir son autorisation de mise sur le marché dès la semaine prochaine. L'avantage principal de ce vaccin, c'est qu'il se fait en une seule dose. Et évidemment, ça simplifie tout par rapport aux vaccins qu'on a actuellement qui nécessitent 2 doses. La première commande française porte sur 3 millions de doses. Elle pourrait arriver sur le territoire dès la fin mars. Et cette accélération, elle arrive à point nommé alors qu'on sentait monter l'impatience chez les Français. Une impatience qui s'est même transformée cette semaine en exaspération. Certains affirmant même qu'il y a plus de doses dans les stocks que de vaccins déjà administrés à la population. Bonsoir Samira. Bonsoir Anne-Claire. Alors info ou infox? Les doses encombrent les frigos et il n'y a toujours pas de rendez-vous pour vacciner les plus de 75 ans et les personnes à risque. C'est délirant. Vous le voyez Anne-Claire, l'indignation sur les réseaux sociaux. Certains avancent même des chiffres. 3,5 millions de vaccins inutilisés pour cet internaute. Alors je vous propose de tout reprendre depuis le début. La France a reçu 7,9 millions de doses depuis le mois de décembre. Sur ce stock, 3,4 millions de premières doses ont été injectées, 1,8 million de deuxième dose, ce qui nous donne un total de 5,2 millions de doses utilisées. Ça représente 66% des stocks, comme vous le voyez, donc c'est faux. Il n'y a pas plus de doses dans les placards que de doses injectées, mais quand même, il restait jusqu'à ce week-end plus d'un tiers des stocks à écouler. Samira, pourquoi nous avions autant de stocks ici en France? Il y a plusieurs raisons, Anne-Claire. D'abord, il y a la logistique qui est très complexe. Sur ce tableau, vous le voyez, c'est le tableau du ministère de la Santé. On voit que les doses arrivent par centaines de milliers, 1 à 2 fois par semaine. Il faut le temps de les écouler et de les répartir sur le territoire. La deuxième raison, c'est le taux d'utilisation qui est très différent et les écarts sont énormes. Selon les vaccins, 79% pour Pfizer, 44% seulement pour Moderna et c'est encore pire pour AstraZeneca avec 28% seulement de doses utilisées. Pour Moderna, le ministère de la Santé explique ça par le rythme des livraisons. Elles ont d'abord pris du retard et puis la semaine dernière, on a eu une grande livraison, une grande quantité, 277 000 doses en une seule fois. Mais le vrai problème, Anne-Claire, on le sait, c'était AstraZeneca. Rappelez-vous, il était d'abord réservé aux soignants et aux moins de 65 ans. Il y a eu beaucoup de réticences aussi autour de ce vaccin. Mais aujourd'hui, les craintes se dissipent. On l'a vu dans les reportages. Des études publiées, notamment en Écosse, prouvent l'efficacité de ce vaccin, y compris pour les personnes âgées. Merci beaucoup Samira pour cette démonstration. Alors cette vaccination, rappelons-le, elle concerne aujourd'hui les plus de 75 ans, mais aussi tous ceux qui ont de graves problèmes de santé. Mais dans les services de réanimation, on s'inquiète en ce moment de l'augmentation du nombre de patients jeunes. Alors comment les scientifiques l'expliquent-ils? Reportage signé Léa Deschâteaux et Alice Bacot. Aujourd'hui, Christopher Varin va mieux. Pourtant, il y a quelques jours encore, ce patient Covid-19 était en réanimation. Les médecins ont annoncé à ma famille à plusieurs reprises que mon pronostic vital était engagé. Ce maire de 34 ans, sportif et sans comorbidité, était loin d'imaginer qu'il serait hospitalisé pendant près de 2 mois. Je me suis dit qu'au bout de 7 jours, je reprendrais mon travail, tout simplement, puisqu'étant jeune, je pensais que j'aurais des symptômes légers. Mais ça s'est très vite dégradé. Au bout de 2-3 jours d'isolement, j'ai été hospitalisé. Christopher n'est pas un cas isolé. Derrière les portes de ce centre hospitalier du Pas-de-Calais, de plus en plus de jeunes. Cette augmentation inquiète les soignants de ce service déjà sous tension.
En début de la deuxième vague, on a des patients plus âgés et là, depuis 10-15 jours, on a des patients plus jeunes. Concrètement, on a un patient de 40 ans qui a été admis ici en réa aujourd'hui. Le constat est le même sur l'ensemble du territoire. Depuis début janvier, le nombre de lits occupés dans les services de réanimation par des patients de 20 à 39 ans a plus que doublé. Une majorité présente des comorbidités, les autres non. Pour cet épidémiologiste, plusieurs raisons pourraient expliquer cette tendance. Il y a un relâchement chez les jeunes, chez qui le virus peut circuler plus largement. La deuxième chose, c'est potentiellement les variants. Il y a quelques personnes qui émettent l'hypothèse que les variants feraient potentiellement des formes un peu plus sévères chez les patients jeunes que les anciens variants. Pour ce chef de service de réanimation, on peut aussi y voir les premiers effets de la vaccination chez les personnes âgées. Les variants n'expliquent pas tout, loin de là. Il se peut qu'il y ait un glissement de la catégorie d'âge aussi, en raison de la vaccination qui commence à progresser auprès des personnes plus âgées. D'autres pays constatent une augmentation des patients jeunes en réanimation. Voilà pourquoi Israël a ouvert la vaccination aux plus de 18 ans. La tension dans les hôpitaux, elle explique aussi le tour de vis des autorités. Après les images des quais et des parcs noirs de monde ces derniers week-ends, les préfets ont pris des mesures radicales. Les policiers ont évacué certains endroits publics aujourd'hui avec contrôle du nombre de convives dès le moindre pique-nique. Marie Croxel, Linda Huré, Frédéric Miara et William Bolinier. Les règles de distanciation physique n'étant pas respectées, nous vous demandons de quitter les lieux. Il est 15 heures passées. Plus le choix, les forces de l'ordre prennent la décision d'évacuer. Les très nombreux promeneurs quittent les quais de Seine en traînant des pieds. On a eu le temps de demander une pizza et on doit s'en aller. Toute la matinée, policiers et gendarmes avaient bien tenté de responsabiliser les Parisiens. Le strict respect des règles, c'était le prix à payer pour profiter du soleil. C'est 6 personnes maximum, donc vous essayez de vous séparer. Faire respecter la distanciation sociale, verbaliser la consommation d'alcool interdite sur les quais, cela paraît bien ambitieux quand ils sont si nombreux à avoir eu la même idée, prendre du bon temps. Je vais vous demander de détruire les bières, en fait. La poubelle est juste là sur votre droite. On a déjà beaucoup de pression la semaine, tous en télétravail enfermés chez nous, donc si on peut boire une bière entre amis le week-end, c'est sympa. Un peu plus loin, sur le canal Saint-Martin à Paris, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Les berges doivent être évacuées. Un cran au-dessus à Lens, pour circuler le week-end, il faut désormais montrer patte blanche. Je vais déposer des courses à ma grand-mère. À votre grand-mère, d'accord. Le Pas-de-Calais, seul département confiné le week-end, renoue avec les attestations. Moi, je m'en vais faire des courses, j'ai mon attestation. Je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de souci. Depuis hier, 200 personnes environ ont été contrôlées à Lens, 13 seulement verbalisées. Les gens sont quand même globalement respectueux, résignés, je dirais. Contexte sanitaire également très tendu à Marseille, qui échappe cependant au confinement. On va aller au fond, voilà, il y a des jeunes filles, elles font rien de bien méchant, mais bon, le masque il reste obligatoire, donc on va leur rappeler gentiment sans les verbaliser. C'est ridicule, que ça m'empêche de respirer, que c'est pas du tout naturel d'avoir un masque et que je suis pas comme ça confinée dans un bus ou dans un métro. Décidément pas évident de faire respecter les règles. À Paris, sitôt la police partie, les promeneurs ont vite fait de reprendre possession des quais. Et pour retrouver le plus vite possible un semblant de vie normale, toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Un Français vient d'inventer une lampe qui utilise les rayons UV pour désinfecter l'air. C'est un procédé déjà utilisé dans les blocs opératoires. Vous allez voir que cela peut permettre, dans certaines conditions, de se passer du masque justement à l'intérieur. Gaël Charnet et Julien Suez. Une réunion entre collègues où l'on garde ses distances, mais où l'on choisit de tomber le masque. Une vraie libération, une vraie libération. Ça permet de reprendre nos petites habitudes qu'on a perdues et c'est extrêmement agréable. Vous en rêvez? Dans ce cabinet d'avocats depuis 4 mois, c'est possible, grâce à une simple lampe. Il y a le système de désinfection. Elle ne se contente pas d'éclairer, elle désinfecte l'air où le virus circule. On a fait un petit pot Beaujolais, on a fait la galette des rois. Nous n'avons strictement eu aucun cas de contamination. Et cela fonctionne grâce aux rayons ultraviolets, qui depuis 50 ans permettent de désinfecter l'eau potable ou stériliser les blocs opératoires. Ce fabricant de luminaires a intégré cette technique éprouvée dans un éclairage. La nouveauté, virus et bactéries seraient éliminés alors que le public est présent dans la pièce.
On va aspirer l'air ambiant et l'air va être amené dans un tunnel de désinfection qui permet de désinfecter au fur et à mesure grâce à la technologie des LED UVC et ensuite expulser l'air dans la pièce. Son invention a été brevetée, testée en laboratoire. Si on arrive effectivement à désinfecter l'air en présence des personnes, on a gagné une bataille très importante pour pouvoir retrouver une vie normale. Dans ce cabinet médical, les lampes désinfectantes trônent partout. Pour 29 € la location par mois, cela rassure l'infirmier qui enchaîne les tests PCR. Lors des prélèvements, forcément, on demande aux patients de quitter leur masque, donc ils peuvent se mettre à tousser et il peut y avoir dans l'atmosphère des particules en suspension. Et l'ostéopathe qui voit la fin des fenêtres ouvertes en plein hiver. Sa pièce est désinfectée en continu. Aérer le cabinet pendant 10 minutes entre chaque patient, c'était quand même très contraignant. Dans la région lyonnaise, une centaine de lieux sont désormais équipés. Des lycées aux cliniques jusqu'aux boutiques. Merci, au revoir. De quoi imaginer bientôt des restaurants, des salles de concert. Mais attention, cela n'empêche pas les personnes sans distanciation de se contaminer entre elles. Et cela ne dispense donc pas des gestes barrières. À l'étranger, le pape François poursuit sa visite historique en Irak. Premier souverain pontife à se rendre dans un pays pourtant central dans l'histoire biblique. Aux côtés de dignitaires musulmans, il s'est par exemple rendu aujourd'hui sur le site où serait né Abraham, le père des croyants pour les 3 grandes religions monothéistes. Au nom de ce dialogue avec l'islam, le pape a aussi rencontré l'ayatollah al-Sistani, plus haut dignitaire chiite du pays. Il a notamment plaidé la cause des chrétiens et la fin de leur persécution. Alors cette terreur, 3 humanitaires français l'ont vécue il y a tout juste un an. Enlevés par une milice chiite, puis relâchés 2 mois plus tard, ils ont accepté pour la première fois de raconter leur calvaire à Georges Brenier, William Villemain, Frédéric Petit et Patrice Bazerque. Écoutez. Un peu plus d'1 an est passé, mais la date est toujours là, indélébile dans leur mémoire, comme une cicatrice qui ne se referme pas. Ce 20 janvier 2020, Antoine Brochon et Julien Dittmar sont dans un taxi à Bagdad, avec un 3e Français également membre de l'ONG SOS Chrétiens d'Orient, ainsi qu'avec leur interprète irakien. Le pays reste une poudrière, mais la menace de Daesh s'est à l'époque nettement affaiblie. Des assaillants armés jusqu'aux dents vont pourtant les kidnapper en plein jour, en quelques secondes. On nous bande les yeux, on nous attache, on nous empêche de voir leur visage, la route. On a peur, évidemment, pour notre vie. On pense que c'est peut-être la fin. Peut-être qu'on va rester vivant, mais dans quelles conditions, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Puis là, on nous dit, vos familles, vous avez eu 20, 30 ans pour les connaître. Maintenant, c'est terminé, vous les oubliez, votre vie, elle s'arrête là, quoi. Et puis, dès que le trajet commence, dès qu'on sent qu'on s'éloigne de Bagdad, c'est vraiment l'impression de pénétrer dans un tunnel, vraiment sans fin. On s'enfonce dans la nuit. C'est exactement ça. Les 3 salariés de l'ONG, eux-mêmes fervents catholiques, connaissaient bien l'Irak. Cette fois encore, ils étaient venus aider la communauté chrétienne, depuis longtemps persécutée, notamment par l'État islamique. Les ravisseurs ne sont pourtant pas des fanatiques de Daesh, mais leurs propres ennemis, des miliciens chiites qui prétendent œuvrer pour le bien du pays. Étonnamment, les geôliers n'ont pas revendiqué l'enlèvement et ne réclament pas de rançon. Dans ce pays en plein chaos, les Français sont désormais coupés du monde extérieur. Leur détention va durer 66 jours. C'est vraiment horrible, en fait. On croit qu'on va sortir au bout d'1 mois, après au bout d'1 mois et demi. Enfin, à chaque fois, on a de l'espoir, il n'y a que ça qui nous tient, en fait. Et puis finalement, en fait, c'était pas vrai. Donc notre vie ne nous appartient plus. Ce n'est plus nous qui décidons si nous allons vivre ou mourir. Les otages n'en savent rien, mais en France, les services secrets, eux, négocient discrètement avec ces mystérieux ravisseurs. 66 jours de captivité, souvent sans eau ni nourriture, mais où la torture psychologique, elle, est en revanche quotidienne. On a entendu les gardiens, derrière la porte, armer leurs fusils d'assaut et venir nous chercher. Ils nous ont attaché les mains dans le dos, ils nous ont bandé les yeux, ils nous ont emmenés derrière le bâtiment. Et là, franchement, je me suis dit, ça y est, c'est là que ça se termine. Dans 10 ans, on découvrira nos corps. Ça fait partie aussi de la panoplie des tortures psychologiques qu'on a dû subir. Puis arrive cette scène irréelle, la libération, par des geôliers qui les autorisent enfin à ouvrir les yeux. Quand ils nous ont lâchés à quelques centaines de mètres de l'ambassade de France, qu'on a marché assez rapidement jusqu'à l'ambassade et que j'appuyais sur la sonnette et à l'interphone, j'ai enfin pu dire, voilà... c'est Julien, c'est Alexandre, c'est Monsieur Tarek et c'est Monsieur Brochon et nous venons d'être libérés. Ça a été, voilà, j'en ai encore beaucoup d'émotions et je m'en souviendrai toute ma vie.
Depuis, les ex-otages se battent pour que la justice française qualifie leur enlèvement de terroriste et pas d'un simple acte crapuleux. Retourner en Irak leur a été formellement déconseillé par les autorités françaises. Un déchirement pour eux qui voient les chrétiens menacés sur place continuer à s'exiler. La situation des chrétiens en Orient et en Irak en particulier, si personne ne fait rien dans 50 ans, malheureusement, je crois que ce sera un chapitre qui sera clos pour l'histoire de l'humanité et l'histoire du christianisme. Pour eux, la visite du pape est un geste inespéré, un signal fort envoyé à ces chrétiens d'Irak qu'ils aimeraient encore pouvoir aider. Revenons maintenant en France avec un tout autre sujet. Les pêcheurs craignaient de voir les cours du poisson s'effondrer avec la crise sanitaire, les restaurateurs étant fermés. Le prix aurait théoriquement dû baisser, mais vous allez voir que ce n'est pas ce qui s'est passé. Cela n'empêche pas pour autant les consommateurs de pouvoir faire quelques bonnes affaires. Reportage Pierre Galassio et Fabrice Maillard. Alors 6 comme ça marche. Cette famille adore les sols. Pêche française, ça serait bête de se priver à ce prix-là. D'habitude, elle en achète beaucoup moins, mais ce week-end, il y a une occasion spéciale. On achète plus demain, on fait un anniversaire avec ma fille qui est en maternelle et qui fait sole frites, donc c'est la fête et c'est un peu plus original, voilà. J'aime bien parce que c'est salé. Comme l'addition d'habitude. Mais en ce moment, le prix au kilo baisse, 3 € de moins depuis plusieurs jours. Là, normalement, c'est des sols que je propose à 30 € le kilo, à peu près, en temps normal. Là, voilà, c'est poisson de saison. Il y a plus de gens qui en achètent, vu que les prix sont plus abordables. Donc voilà, ça rend le poisson plus accessible pour la clientèle aussi. C'est la saison de la sole, mais c'est aussi la saison des restaurants fermés. Les poissons qui s'y vendent le plus voient donc leur prix baisser par manque de demande. C'est le cas de la sole, mais pas que. Sur les gros bars, en principe, ça part dans les restaurants et vu qu'ils sont fermés, le prix a vraiment chuté. Mais ce prix devrait être encore meilleur marché, selon certains pêcheurs. Prenons l'exemple de ce merlu, 13,80 € le kilo dans cette poissonnerie. Ce pêcheur, lui, le vend 2 fois moins cher aux grossistes et aux marailleurs, les intermédiaires. Je pense que des fois, ils exagèrent un peu. Ils disent que ils sont obligés de mettre ces prix-là parce qu'ils n'ont pas de vente, mais s'ils baisseraient les prix, je pense qu'ils en vendraient un peu plus aussi. Nous avons contacté l'Union du maraillage français qui rejette ces critiques. Selon elle, la marge nette du secteur serait d'à peine 0,8%. Difficile dans ces conditions de baisser encore les prix. Une baisse dont les premières victimes sont d'ailleurs certains marins-pêcheurs. Ici, à Noirmoutier, la sole est le premier poisson pêché. Probablement une baisse de l'ordre de 30 à 40% du salaire qui va être en moins sur cette saison. Pour les entreprises un peu en difficulté, ce sera sûrement des impayés chez leurs fournisseurs. Tous espèrent donc une réouverture des restaurants le plus rapidement possible. Lui avait fait son grand retour dans les supermarchés au début de la pandémie. Le plastique est souvent associé à une meilleure hygiène et pourtant, il existe bien d'autres alternatives. Certaines grandes enseignes se sont même emparées de ce combat, comme nous le montrent Cassandre Dumas et Marine Der. Regardez. Quel est le point commun entre ces culottes et ces gousses d'ail? Cette viande et ces cotons-tiges. Ils sont tous recouverts de plastique. Utilisé partout, vous ne le remarquez même plus. Pourtant, dans certains rayons, il est voué à disparaître. Regardez cette banane. Vous rentrez à la maison, vous enlevez directement le plastique. Et bien nous, on s'est lancé dans la suppression du plastique et on a mis un genre d'anneau. Et ça, c'est 30 tonnes de plastique supprimé. On a supprimé le plastique du fameux concombre. Oui, c'était ridicule. C'était ridicule, mais c'est encore 6 tonnes de plastique qui ont été supprimées. Et voici à quoi ressemblera votre caddie ces prochaines années. Plus de papier, de carton, de sacs en tissu. Mais pour certains produits, se passer totalement du plastique est plus compliqué. Exemple, les bouteilles d'eau. Si vous pensiez à un retour généralisé de la consigne... La bouteille de verre contenant 90 centilitres coûte 55 centimes. Détrompez-vous. Comme le verre est plus polluant, cette usine préfère utiliser un plastique bien particulier. Aujourd'hui, on a sélectionné le PET, qui est une forme de plastique, pour ses qualités de préservation du produit, mais également parce qu'il est recyclable et aujourd'hui 100% recyclé. Des bouteilles recyclées fabriquées avec 25% de plastique en moins et bientôt du carton pour les eaux aromatisées. Un emballage qui provient de fibres de bois, une ressource naturelle mais épuisable. Comment trouver la solution la plus écologique possible? C'est tout le défi de ce laboratoire. La majorité des produits sont d'origine naturelle.
soit des déchets de farine ou des amidons, qu'on vient valoriser dans des produits pour le packaging. Des contenants d'origine naturelle très peu commercialisés. Il est difficile de trouver la bonne formule pour qu'ils soient tous sans risque et surtout recyclables. Le naturel peut être toxique, donc nous on travaille avec d'autres laboratoires spécialisés dans les tests à contact alimentaire pour s'assurer que nos matériaux n'affectent pas le produit qui va emballer. En attendant, les industriels cherchent à réduire leurs emballages. La solution ? Le vrac. Aujourd'hui, même les grandes marques s'y mettent et les linéaires envahissent vos supermarchés. Je savais pas qu'il y en avait. Peut-être la prochaine fois. Oui, je trouve que c'est mieux, comme ça va éviter d'avoir tout le temps plein de sachets. Pour faciliter au maximum la pratique, ce magasin teste de nouveaux appareils. Je vais me servir de graines de courge, qui est à 16,90 le kilo. Donc je me sers. Voilà, et donc là je vois et le poids de ce que j'ai pris et le prix. Et ça m'imprime l'étiquette qui correspond pour passer directement en caisse. Utiliser moins de plastique et surtout faire des économies. Les produits en vrac sont en moyenne 5% moins chers que leurs équivalents emballés. Et puisqu'on parle de grande distribution, j'en profite pour vous rappeler ce grand week-end de collecte pour les Restos du Cœur. Jusqu'à demain, les bénévoles sont dans vos supermarchés pour recueillir vos dons, des pâtes, des conserves, du chocolat, mais aussi des produits d'hygiène. L'association a plus que jamais besoin de vous. Vous êtes-vous déjà demandé combien coûtait un litre d'encre d'imprimante? Non, eh bien vous avez peut-être bien fait car le résultat, vous allez le voir, est absolument sidérant. On utilise ces cartouches tous les jours et pourtant leur prix les met au niveau des produits de luxe. Tout cela répondant à une stratégie industrielle bien rodée. Enquête signée Antoine de Pressigou et Frédéric Mignard. Nous rencontrons Marina chez elle, en plein travail. Donc c'est un jeune homme de 18 ans qui part à la guerre malgré lui. Cette écrivaine en est à son 8e livre. Autant vous dire qu'elle passe beaucoup de temps devant son ordinateur. Je ne fais que écrire et ça implique beaucoup d'impression de papier. Car pour se corriger, Marina a pris l'habitude d'imprimer ses pages. Il y a désormais un geste qu'elle maîtrise parfaitement, le changement de cartouche d'encre. Il faut dire qu'elle s'est beaucoup entraînée. Donc ça, c'est ce que je stocke depuis 1 an. Ce sont les cartouches à recycler. Pour un pack complet, noir et couleur, elle paye 58 €. J'ai été choquée lorsque j'ai voulu acheter mes premières cartouches. Et c'est là que j'ai constaté qu'en fait, un pack coûtait autant pratiquement que l'imprimante. Est-ce que vous avez fait les comptes? De combien ça me coûte les cartouches d'encre? J'ai peur de faire une syncope si je fais le total. Beaucoup. Alors, nous avons fait les comptes nous-mêmes. En magasin, une cartouche d'encre noire classique est vendue 14,99 €. À l'intérieur, il y a 5,3 millilitres. Le calcul est simple, cela fait 2,83 € le millilitre, soit 2830 € le litre. L'encre de nos cartouches est donc 12 fois plus onéreuse que du champagne Dom Pérignon. Beaucoup plus cher aussi que du parfum de luxe. Bref, si vous êtes en télétravail, si vous imprimez des documents administratifs, des photos, ces cartouches d'encre se vident aussi vite que votre portefeuille. C'est un budget énorme et les gens n'y arrivent plus. Alors pourquoi paye-t-on si cher? Pour les besoins de ce reportage, nous avons sacrifié une cartouche. À l'intérieur, un peu d'encre et beaucoup de plastique. Selon certaines associations, une cartouche coûterait 40 centimes à fabriquer. Si un pack de cartouches vaut parfois le même prix qu'une imprimante, c'est avant tout une question de modèle économique. Quand on achète une imprimante à 30 €, 30, 40, 50 €, en fait, on ne paye pas le vrai prix de l'imprimante. On la paye quasiment, enfin, le constructeur la vend quasiment à perte. Et ensuite, il va se faire des marges sur les cartouches d'encre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un business très protégé des constructeurs. La cartouche, c'est la poule aux œufs d'or des constructeurs d'imprimantes. Alors, pour économiser quelques euros, les clients se bousculent dans cette boutique. Donc c'est bon, hein, ça rentrera dans l'imprimante. Ici, on vend ce que l'on appelle des compatibles. Des cartouches d'encre non officielles, comme celle-ci. Moins chères que celles de marque, c'est autorisé. Mais depuis quelque temps, certains clients reviennent contrariés. Après une mise à jour, leur imprimante refuse catégoriquement de reconnaître les cartouches d'encre non officielles. Et voilà.
Là, nous avons le fameux message qui vous dit que les cartouches ne sont pas reconnues. Pourtant, à l'intérieur, tout semble en place. Pour régler le problème, ce spécialiste remplace une cartouche d'encre générique par une officielle et là, bonne nouvelle. Donc voilà, nous avons la light magenta qui ne s'affiche plus. Cela veut dire que l'imprimante détecte à nouveau cette couleur rouge. Pour ce spécialiste, la responsable, c'est cette petite puce. C'est pas du tout la forme, c'est pas du tout l'encre, c'est uniquement la puce électronique. Voilà. Cette puce permettrait à l'imprimante de bloquer les cartouches qui ne sont pas de marque officielle. C'est le jeu du chat et de la souris, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est la course. À chaque nouvelle mise à jour de l'imprimante, il faut forcément une nouvelle version de puce électronique sur les cartouches génériques. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Nous, à la base, on est des vendeurs d'encre. Là, on est devenus des vendeurs de puces électroniques. Bien sûr que ça nous pourrit la vie. Sur les vieilles cartouches, les puces n'existaient pas. Selon les constructeurs, elles servent aujourd'hui à mesurer le niveau d'encre restant. Pour le vérifier, sacrifions une nouvelle cartouche. Premier constat, la puce n'est pas reliée à l'encre, elle est simplement collée sur la cartouche. Deuxième expérience, avec une cartouche neuve, combien peut-on imprimer de pages avant de l'épuiser ? Donc avec la cartouche d'encre 14,99 €, on a imprimé 113 pages. Donc du coup, on a nos 14,99 € divisé par 113. Donc on est à 13 centimes la page. Selon la puce et l'imprimante, donc, l'encre noire est épuisée. Pourtant, nous parvenons encore à en extraire 1 millilitre. Là, il restait 1 millilitre sur les 5,4 qu'on avait. Donc c'est un peu moins de 20%. Pour les constructeurs qui n'ont pas accepté nos demandes d'interview, cette encre résiduelle est obligatoire. Elle permet d'éviter la formation de bulles d'air dans la cartouche qui pourraient endommager les imprimantes. Mais cette association affirme avoir trouvé jusqu'à 40% d'encre résiduelle dans certaines cartouches étudiées. Allez, on va quitter nos écrans pour le plein air. Cela fait des mois qu'on vous parle dans nos journaux de ces Français qui ont décidé de faire du sport dehors, faute de salles ouvertes. Eh bien, avec les beaux jours, certaines nouvelles disciplines ont fait leur apparition sur les trottoirs. Julien Crescent et Bichente Akala. Nous étions partis motivés, déterminés à parfaire nos abdominaux. Mais tout avait mal commencé avant qu'un son ne vienne nous sauver. On le précise, pense à bien respirer. La musique n'a pas été rajoutée au montage. C'est donc gonflé à bloc, dans un froid glacial. 1 degré, ça pique quand même, non? Oh, mais moi, je suis à bien plus que 1 degré. Que ce club de gym ouvert à tous entame 1 heure d'exercice, aussi bonne pour le corps que pour le moral. Vous boxez le Covid, là? Là, oui, je boxe. Et j'espère qu'il va tomber. Qu'on va être tranquille après. D'autres préfèrent la jouer plus solitaire. Ce matin, certains avaient décidé de s'en donner à cœur joie. Vous êtes parti pour combien de temps, là? 2 heures. 2 heures? Je vais m'arrêter là. Bonne journée. Au revoir. Jean-Louis était lui aussi motivé, à sa manière. Il y en a qui courent très vite. Vous préférez prendre votre temps? Absolument. Absolument, parce que je suis un vieil homme. Faut pas dire ça. Mais il faut le reconnaître. Nul ne sert de courir, en fait. C'est vrai. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Eux sont peut-être les seuls pour qui le masque n'est pas une contrainte. Ne vous fiez pas aux apparences. Voici devant vous, sur ce simple morceau de béton, l'équipe de France junior d'escrime. Là, il n'y a pas de place à l'erreur, là, sur 3 mètres. On ne peut pas se jeter sur l'adversaire, entre guillemets, comme on fait en salle, parce que forcément, on est limité en espace. Heureusement qu'on peut reprendre un petit peu comme ça. Donc c'est bien quand même. Oui, voilà, c'est ça. Alors que nous pensions rentrer tranquillement, nous sommes tombés sur ces 2 Russes et leur drôle de patin. Comment ça s'appelle, votre sport? C'est le Kango Jump. Mais c'est quoi? Petite mixte avec aérobic, danser et salle de sport, mais de la rue, voilà. Notre caméraman Bichente n'a pas pu résister. La preuve que le sport est lui aussi contagieux, mais sans aucun danger.
Demain sonnera la fin des vacances d'hiver pour la toute dernière zone, des vacances qu'on a souvent passées en France. Et pourtant, certains téméraires se sont risqués au-delà de nos frontières et ils ont eu raison. Les Français ont largement profité de Venise, malgré l'obligation d'un test à l'aller et au retour. Du coup, on a nous aussi eu envie de vous offrir un plat de pâtes au soleil avec vue sur la lagune. Nastasia Haftman et Lorenza Pensa. Faire un tour de gondole masqué. Pas les mêmes qu'au carnaval, mais pas de quoi ternir les vacances de Jessia et Célia. La gondole. Les deux sœurs arrivent de région parisienne. Elles ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre. On s'est dit, bon, on verra ce qu'on peut faire. Au pire, on changera juste d'air. Et plus ça va, plus on voit qu'il y a quand même des petites possibilités d'avoir un semblant de vie normale. Donc non, c'est appréciable. La balade en gondole ou l'incontournable photo en haut du pont du Rialto. Les touristes français sont les plus nombreux aujourd'hui dans la Sérénissime. On est en vacances ici parce qu'on avait envie d'être tranquille, parce qu'en France, c'est bien, mais au bout d'un moment, on commence à se lasser. Ce qui change ici, les restaurants et les bars ouverts jusqu'à 18h. Sabrina et Télio sont justement à la recherche de leur prochain arrêt. On ne mesure pas la chance qu'on a d'être ici, assis en terrasse, alors qu'à Paris, ça fait... comme dans toute la France, des mois qu'en fait on peut plus faire ça, quoi. Pour profiter de ces beaux antipastis, il faut un test négatif et un autre pour leur retour en France. Une contrainte qui limite beaucoup les déplacements. Cette famille s'est donc décidée au dernier moment. On s'est dit pourquoi pas Venise, ça doit être le meilleur moment pour venir et justement éviter d'avoir autant de touristes qu'il y a d'habitude. Mais c'est toujours une prison? Non, c'est le musée, c'est parti de le musée, vous pouvez le visiter. D'ordinaire, la Cité des Doges, c'est la destination préférée des Américains, puis des Anglais. Ils sont toujours interdits de voyager ici en Italie. Ce sont donc les Français qui en profitent. Mais ce n'est pas assez pour les hôtels ici. Plus de la moitié est encore fermée. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça ne va pas très fort. L'année dernière, on recommençait à travailler avec les Allemands et les Autrichiens. Mais en ce moment, ils sont tous reconfinés. Donc on doit attendre, c'est tout. En attendant un retour à la normale, les habitants partagent volontiers un verre avec les voisins français. Une gorgée de leur dolce vita italienne. Elle était française, s'appelait Charlotte Chappuis et a été injustement oubliée par l'histoire jusqu'à ce que des passionnés lui rendent récemment la place qui lui revient. Ils en sont persuadés. Cette jeune femme née à la fin du XVIIIe siècle est la fille de Napoléon, un mystère qui a refait surface grâce à un vieux carton d'archives. Florence Lecnec et Irina Fourny. Ça pourrait s'apparenter à un gag, c'est peut-être un scoop. Un bouleversement de l'histoire alors qu'on croyait tout savoir de Napoléon et sa descendance. Avec sa première femme Joséphine, ils n'ont pas d'enfants. En revanche, avec Marie-Louise d'Autriche, ils ont l'Aiglon qui a un destin tragique. On suppose qu'il a eu des enfants cachés. Mais là, la figure qui surgit, c'est une fille aînée cachée qui s'appelait Charlotte Chappuis et dont on n'avait strictement jamais entendu parler. Et si nous ne prenons pas cette hypothèse à la légère, c'est qu'à l'origine de cette découverte se trouve Bruno Fulini, un historien très sérieux qui porte cette enquête depuis 7 ans. J'ai découvert l'existence d'une jeune femme qui se disait fille naturelle de Napoléon. Bien sûr, on peut penser que c'est une imposture. En 1815, quand chute l'Empire, il y a des faux Napoléons qui apparaissent un petit peu partout dans le pays. Et au départ, je pensais que c'était une histoire de ce niveau-là. Amusante, réjouissante, mais relevant de la petite escroquerie. Et puis, en regardant les documents de ce dossier, je vois que non, c'est une affaire d'État. Et pour confirmer cette supposition, il nous invite à lire ce rapport. C'est un rapport qui porte une drôle de signature, Mutinus, c'est un pseudonyme. Transmis directement sur le bureau de Joseph Fouché, le puissant ministre de la police. Il préconise d'intervenir d'urgence devant cette jeune femme de 20 ans se réclamant de Napoléon. On a peur qu'une sorte de Jeanne d'Arc bonapartiste se lève comme cela dans l'est de la France et crée des troubles. Du moment qu'elle est identifiée, eh bien, elle est littéralement enlevée et séquestrée. C'est une opération de la police secrète. C'est donc un dossier d'archives de police par lequel tout a commencé chez ces chasseurs de trésors, amoureux vendeurs de manuscrits. Ça, c'est le sabbat. Sabbat de Napoléon. Et pour ces passionnés, très mobilisés cette année autour du bicentenaire de sa mort, la révélation est plutôt révolutionnaire.
Ils avaient bien transmis les premiers documents à l'historien, une pochette sans étiquette dénichée chez un brocanteur, mais dont il a su tirer le meilleur. Il vient aujourd'hui leur présenter son livre et l'unique portrait de la jeune femme. Regardez le bas du visage en particulier, entre Charlotte et la maman de Napoléon, Laetitia Ramolino. Le bas du visage, c'est vraiment le même, quoi. C'est frappant. Un tableau pour asseoir un raisonnement que partage depuis bien plus longtemps encore ce couple normand. Et pour cause. Sans en faire toute une histoire, Louis-Dominique Liébard serait l'héritier de cette fameuse Charlotte, née en Bourgogne, d'un amour illégitime entre le tout jeune officier corse et la femme d'un notaire. Il avait été reçu dans la maison du notaire d'Arnay, le duc, qui était Monsieur Chapuis. Bonaparte s'est peut-être retrouvé avec sa femme et qu'à ce moment-là, il y a eu ce qui n'aurait peut-être pas dû arriver. En effet, je suis un descendant de Napoléon Ier. Ça n'a jamais été un choc pour nous. Ça a toujours été quelque chose de tout à fait naturel. Pendant longtemps, aucun texte n'est venu attester cette légende familiale. Hormis un volume disparu, le numéro 8, de cette petite biographie d'époque qui aurait mentionné l'existence de Charlotte. Il n'empêche, Louis-Dominique croit fermement à ses origines. N'y a-t-il pas dans le caveau familial, sur le cercueil de son ancêtre, les motifs impériaux? Il est décoré donc d'abeilles, comme on peut le voir, et ici d'une couronne. N'y a-t-il pas enfin, ici, la preuve irréfutable d'un amour paternel? Une bague de diamants que toute la famille se transmet de génération en génération comme la bague Napoléon, et dont il est dit que l'écrin portait à l'origine la mention « à ma fille ». Et c'est ainsi que se termine ce journal. Sur LCI Canal 26, un documentaire ce soir consacré à la princesse Diana. Sur TF1, restez avec nous. Dans un instant, The Voice, présenté par Nikos Aliagas. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci de votre fidélité et à demain dès 13h. Retrouvez toute l'info sur LCI Canal 26.